Philippe Boucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle et vous revenez d'une expédition en Papouasie-Nouvelle-Guinée. De quoi s'agissait-il exactement? J'appartiens à la première génération de scientifiques qui est simultanément consciente qu'il y a encore peut-être les 2/3 des espèces qui restent à découvrir à la surface de la planète, et en même temps qui est consciente que, bon, du point de vue indicateurs environnementaux, etc., on va dans le mur. On aura perdu le tiers, le quart ou la moitié des espèces d'ici le milieu ou la fin du siècle. Et donc, cette activité d'exploration de la planète, bon, souvent on associe aux grands voyageurs du 19e siècle, eh bien, n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui, au début du 21e siècle. Donc l'expédition Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'était une grande expédition d'exploration des forêts tropicales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de récifs coralliens et de la mer de Bismarck, donc dans un pays dans lequel on présume qu'il y avait encore énormément de découvertes à faire. Alors pourquoi cette région justement? Alors cette région, pas au hasard. En marin, il y a ce qu'on appelle le Coral Triangle, le triangle de corail, mer d'Asie du Sud-Est, les Philippines, l'Est de l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon, qui à elles seules concentrent une quantité phénoménale d'espèces récifales et coralliennes à la surface de la planète. Et puis en terrestre, il y a également 7 points chauds des forêts tropicales. Il y en a dans la cordillère des Andes, il y en a sur la forêt atlantique brésilienne, il y en a à Madagascar, il y en a dans l'est de l'Himalaya, il y en a à Bornéo et il y en a un en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et la Papouasie-Nouvelle-Guinée est donc la seule région qui superpose ce centre de richesse marin et donc un des centres de richesse exceptionnels également au point de vue des forêts tropicales. Et malgré ces atouts exceptionnels, il y a un déficit de connaissances parce que la Papouasie-Nouvelle-Guinée c'est un très grand pays, il y a seulement 4 millions d'habitants, les moyens de transport, l'exploration, etc., ont longtemps été très difficiles, voire même dangereux, au point de vue même maladie tropicale, au point de vue, je dirais, tribus guerroyantes dans les Highlands, etc. Donc il y a tout un fantasme des expéditions en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, voilà, c'est un pays qui est à la fois a un potentiel de découverte exceptionnel, et puis un déficit de connaissances également exceptionnel. J'imagine qu'une telle expédition nécessite une logistique importante. Une telle expédition s'organise, je dirais, 2 ans à l'avance, nécessite à la fois, on va dire, une organisation formelle, des permis, des relations évidemment avec le pays hôte, une convention avec l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée, un permis du ministère des Affaires étrangères du pays, un permis du Department of Environmental Conservation, qui est le ministère de l'Environnement, un permis de la province, ça c'est une chose. Mais ça nécessite également, bien entendu, d'avoir de bonnes relations avec les communautés locales, parce que vous pouvez avoir tous les permis que vous voulez, in fine, vous dépendez des gens qui sont les propriétaires forestiers, les propriétaires des récifs. Et puis ça demande une logistique, en particulier sur la partie terrestre, où tous les transports se font à dos d'homme. Donc la partie terrestre de l'expédition, par exemple, a fait appel à pas moins au total 196 porteurs. Voilà, donc on est encore, je dirais, dans ce fantasme des grandes expéditions dont les gens rêvent. Mais en même temps, on est aussi en plein dans le 21e siècle, c'est-à-dire qu'on a amené 3 conteneurs avec un équipement de base. On s'est installé, pour la partie marine, on a installé un labo dans ce qui est le reste de l'année le réfectoire des étudiants Divine World University. On avait un superbe labo avec la Wi-Fi, on était, je dirais, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est les deux. C'est effectivement des populations locales extrêmement possessives au plan, je dirais, des ressources foncières. Et puis en même temps, je dirais, des conditions de travail qui étaient tout à fait modernes. Qui participe à cette mission? Uniquement des scientifiques? Moi, j'utilise le terme expédition.
Une mission, effectivement, ce qu'on appelle une mission scientifique, en général, vous avez 2, 3, 4, 5 collègues qui partent sur le terrain 3-4 semaines. Une expédition, c'est beaucoup plus que ça. Une expédition, il y a un cœur de recherche et un cœur de scientifiques, mais on a besoin pour l'exploration de gens qui ont des compétences qui sont plus, on va dire, des compétences sportives, des grimpeurs, des plongeurs, des gens. Bon, vous pouvez être, parallèle que je fais le plus souvent, c'est vous pouvez être un excellent cueilleur de champignons sans connaître le nom latin des champignons. De quoi avez-vous besoin sur le terrain? Ben, vous avez besoin des gens qui ont le pif pour trouver les champignons. Ils ne connaissent pas les noms latins, ça c'est autre chose. Vous aurez tous les scientifiques du monde que vous voudrez après l'expédition. Il reste que pendant l'expédition, vous avez besoin de gens qui ont un flair pour trouver les espèces, qu'ils soient scientifiques, chercheurs ou pas, qui soient, j'allais dire, des bons camarades, parce que quand vous êtes pendant des semaines sur le terrain, vous n'avez pas envie de diva insupportable, et puis des gens qui ne soient jamais fatigués. La réalité du terrain, c'est quoi? Prenons l'exemple du volet terrestre d'abord. C'est quoi? C'est trouver des espèces, c'est les recueillir? Non, la réalité du terrain, c'est... bon, vous êtes dans une grande île tropicale. Alors on a fait un grand transect altitudinal depuis les forêts de plaine à 80-100 mètres d'altitude jusqu'au sommet de la zone forestière à 3400 mètres d'altitude. Bon, toutes les stations au-dessus de 3000 mètres, les gens se sont pelés de froid. C'est la réalité du terrain. Quand je dis avoir des gens jamais fatigués, bons camarades, il y en avait besoin. Parce que c'était des conditions, c'était misérable. C'était misérable, il faisait froid et de la pluie tout le temps. Bon, enfin, je veux dire, et puis vous êtes en train donc de ramasser, donc poser des pièges pour ramasser des insectes, grimper dans les arbres, échantillonner, etc. Et puis le soir, dormir juste sous un carbet. Il n'y a pas l'électricité pour les faire chaud au cœur, etc. Donc ça c'était dur. À mesure qu'on descendait, bon, je dirais en dessous de 2000 mètres, c'était déjà plus confortable de ce point de vue-là. Sur la partie marine de l'expédition que j'ai dirigée, bon, je dirais on n'avait pas du tout ces problèmes. On était installés comme des coqs en pâte à la Divine World University. Concernant le volet marin, justement, quelles étaient les difficultés? Je dirais que les difficultés ont été principalement des difficultés relationnelles avec les communautés locales. Bon, vous arrivez avec votre projet scientifique, avec vos partenariats locaux avec l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Okay, vos permis et tout. In fine, encore une fois, ce qui compte, ça va être les propriétaires fonciers. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, tout appartient à quelqu'un. Je dirais, donc, de façon, ce quelqu'un étant collectif, c'est-à-dire c'est les clans. Donc toutes les forêts, des endroits qui vous paraissent vides, inhabités, ce qui n'est pas le cas sur la côte. Bon, mais en gros, tous les récifs, tous les estuaires de rivières, tous les herbiers de phanérogame, tous les endroits où vous avez envie de travailler, vous êtes chez quelqu'un. Voilà, donc vous êtes chez quelqu'un, vous allez donc en toute naïveté, en toute bonne conscience, vous allez voir les gens avant l'expédition. Vous leur dire, voilà, on va faire on a ce projet scientifique, on va recueillir des données qui vont servir à la connaissance, à la conservation, à informer les décisions en matière de développement. Enfin, en gros, vous venez avec toutes vos bonnes intentions, de dire, je dirais, comme si vous faisiez de la recherche biomédicale. Et puis vous avez en face des gens qui vous disent, et ça me rapporte quoi, à moi? Voilà, donc je dirais que ça a été mon boulot de chef de mission, chef d'expédition. Ça a été, justement, j'ai consacré énormément de temps à ce relationnel, aux relations avec les populations locales, à essayer à la fois de trouver un compromis entre faire passer un message, être compris, et en même temps comprendre quelle était leur démarche et leur point de vue. La mission s'est terminée fin décembre, je crois? La mission s'est terminée fin décembre. Voilà. Vous avez des résultats déjà? Oui, alors les résultats, donc effectivement, ce qu'on a vu pendant l'expédition, c'est qu'on ne s'était pas trompé sur, je dirais, la mine de découverte qui restait à faire en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Donc vous ne déployez pas autant de gens pendant aussi longtemps dans un coin comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée sans faire des tas de découvertes. Donc on est revenu avec sans aucun doute probablement plusieurs milliers d'espèces inconnues, mais dans la plupart des cas c'est uniquement des présomptions. On ne sait pas trop, on pense qu'on a découvert des milliers d'espèces. Animal et végétal. Animal, principalement animal. Il y a beaucoup plus, je dirais, le nombre d'espèces d'insectes, le nombre d'espèces de crustacés, de mollusques dans les océans, c'est infiniment plus élevé que le nombre d'espèces de plantes. Donc en plantes, je dirais, le nombre de découvertes va se mesurer au mieux en dizaines, au pluriel, et en invertébrés, insectes et invertébrés marins, bon, on est dans les plusieurs milliers. Et les vertébrés? Alors les vertébrés, je dirais que ce n'était pas le point fort de l'expédition. Il y a un certain déficit de connaissances sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais ce déficit, il est principalement dans ce que nous appelons, dans le cadre de l'expédition, la biodiversité négligée, c'est-à-dire précisément les plantes et les invertébrés. Donc ça, c'est ça qui a été le focus de l'expédition. Il faudra plusieurs années, voire peut-être plusieurs dizaines d'années pour... C'est pas propre à cette expédition. Ouais. J'ai publié un travail avec un collègue du muséum Benoît Fontaine l'année dernière, où on s'est amusé, entre guillemets, à regarder combien de temps se passe-t-il en moyenne entre la collecte du premier échantillon d'une espèce nouvelle sur le terrain et sa description dans la littérature scientifique. Et pour faire ça, on a regardé l'année 2007 et on a pris au hasard 600 espèces de tout. Vertébrés, plantes, champignons, algues, insectes, invertébrés marins, poissons. Il se passe en moyenne 21 ans. C'est inacceptablement long, c'est comme ça. C'est malheureusement, je dirais, le mode de fonctionnement assez normal de l'exploration de la biodiversité, c'est-à-dire c'est ce temps de latence qui est trop long. Je veux dire, je le justifie pas, c'est un constat qui est trop long. Quand on parle effectivement de dégradation environnementale, de problèmes de suivi de la biodiversité, je dirais qu'il peut se passer énormément de choses en 20 ans. Donc, et d'ailleurs, bon, ça a été le cas pendant l'expédition. Je veux dire, on était parti. Bon, j'étais parti. Allez, j'en suis pas à ma première expédition, mais j'étais quand même malgré tout parti. Allez, avec ce fantasme de Papouasie-Nouvelle-Guinée, vierge entre guillemets. Et puis, bon. Vous paraît déjà menacé. C'est un milieu qui vous paraît déjà dégradé. Le lagon de Madang, j'allais dire, par certains côtés, nous a déçus. Il y a des apports terrigènes, bon, toute la déforestation. Il ne faut pas croire que depuis que on est conscient que le problème de l'avenir des forêts tropicales existe, etc., on n'a pas arrêté de déforester. Donc en gros, il y a eu beaucoup de coupes dans les bassins versants des petits fleuves côtiers qui drainent dans le lagon de Madang, oui, avec beaucoup d'apports terrigènes, beaucoup de sédimentation. Bon, je dirais, le lagon de Madang est impacté. En terrestre, on va dire, c'est beaucoup moins diffus. Vous avez des frontières, donc évidemment, on avait évité les endroits déforestés. Mais la forêt de basse altitude est qui a été étudiée, la forêt de Wanang est une zone de réserve et qui est entourée d'endroits complètement esquintés, quoi. Donc, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est bien dans le monde, n'est pas à l'écart du monde. Et quand on a, en particulier en marin, quand on a commencé effectivement avec nos populations locales avec lesquelles on avait par moments des difficultés relationnelles, et que j'ai commencé à dire, bon, ben, je vais vous raconter ce qu'on commence à voir, au point de vue en termes de résultats et tout, ça a été un petit peu, bon, alors c'est important, il faut qu'on arrête de déconner, quoi, en gros. Est-ce que vous pensez quand même que votre travail va servir à la préservation de cette biodiversité? Je l'espère. Maintenant, les enjeux économiques de ces gros projets miniers ou de ces gros projets forestiers, etc., sont tels que, bon, je veux dire, un truc, moi, qui m'a laissé sans voix, il y a une grande usine de nickel qui vient d'ouvrir, qui vient d'être mise en service, à vrai dire, pendant l'expédition, à 100 km de Madang. Donc grosse usine en bord de mer pour traiter le minerai.
et exportée vers la Chine. Donc usine à capitaux chinois, enfin, etc. Gros tuyau qui débouche à 150 mètres de profondeur en baie de l'Astrolabe. Alors ça avait donné lieu quand même à contestation, ça avait été amené à la Cour suprême de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, et l'usine avait fait témoigner un bureau d'études écossais qui a dit, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de vie sous-marine en dessous de 150 mètres de profondeur. Bon, ça fait à peu près 170 ans qu'on sait que c'est faux. Moi, ce qui me sidère, c'est que la Papouasie-Nouvelle-Guinée a aujourd'hui beaucoup de grands projets miniers, pétroliers, gaziers, sans parler de la forêt, et il n'y a pas de programme national d'inventaire de la biodiversité, quoi. Cette expédition fait suite à trois autres, on va dire, sur l'île de Santo, au Mozambique et à Madagascar. Oui. Il y en a d'autres de prévus? Bien sûr, je veux dire, moi vivant, bien sûr. Alors, je dirais que les endroits à explorer sont, je dirais, presque infinis. Les cibles possibles se compteraient potentiellement par dizaines ou par centaines. Ce qui serait souhaitable, c'est qu'il y ait des dizaines d'expéditions comme celle-là dans le monde tous les ans. Une expédition comme ça coûte 1,6 million. Il n'y a pas, même aux États-Unis, où c'est bien connu, l'argent pend aux arbres, il n'y a pas aux États-Unis de dynamique d'expédition de cette nature-là. Voilà, donc les prochaines, ce sera à la fois aux endroits où on pense qu'il y a un potentiel de découverte très important, et en même temps où on pourra trouver une dynamique de financement qui nous permettront de mobiliser des sommes de cette nature. Alors on rêve, finalement, on rêve éventuellement de retourner vers la Nouvelle-Calédonie, parce que j'ai beaucoup travaillé en Nouvelle-Calédonie, on a beaucoup travaillé en Nouvelle-Calédonie, et on se rend compte que, oui, mais depuis 10 ans, il y a eu la révolution moléculaire, il y a beaucoup de choses, je dirais, à refaire, à rééchantillonner, justement, avec les méthodes modernes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'imagerie numérique, des tissus pour le séquençage, etc. Et il y a beaucoup de remises à niveau à faire sur la Nouvelle-Calédonie. Philippe Boucher, merci. Merci.